Voilà, donc bonjour à tous. Bienvenue à la 7e édition des Smart Inspiration Day. Donc, je suis ravie de vous accueillir tous aujourd'hui à HEC Liège pour cette 7e édition de nos événements Smart Inspiration Day, sachant qu'on avait déjà avant fait d'autres événements sur les dynamiques de transition durable et intelligente des territoires, mais sous un autre label. Et aujourd'hui, on a choisi de mettre l'après-midi sous une thématique spécifique qui est vraiment au cœur des enjeux de transition, qu'elle soit durable, intelligente, de nos territoires. Donc, on a choisi vraiment de thématiser cet après-midi sur les notions de gouvernance et co-création pour créer de la valeur, et de la valeur publique notamment, d'accord, en vue vraiment de faciliter cette transition durable et intelligente des territoires. Donc, j'y vais y revenir, mais donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tant dans la littérature, dans les recherches que dans la pratique, il y a vraiment un consensus qui s'est installé, qui est de dire, pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société, les défis sociétaux, mais aussi d'autres défis plus liés notamment à la transformation digitale, il faut mettre en place des approches systémiques, des approches collaboratives, et donc tant la littérature que la pratique vraiment prolifèrent de messages disant qu'il faut vraiment que les acteurs de différents domaines de la société collaborent, que des personnes de différentes disciplines, que des personnes issues du public, du privé, de l'associatif, que les citoyens, etc., soient activement impliqués et collaborent à cette transformation. Mais on va aujourd'hui peut-être aussi rentrer un peu plus dans la pratique, qui est que même si c'est un peu un consensus aujourd'hui, dans la pratique et dans les observations même des chercheurs, on observe qu'il y a beaucoup de freins en fait à la mise en place de cette collaboration. Donc tout le monde est d'accord de dire, voilà, il faut collaborer, c'est ça qui permettra vraiment d'innover, de relever les problèmes auxquels nous sommes confrontés d'aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'il y a plus grand monde qui remet ça en cause. Par contre, tant dans le monde de la recherche, parce que j'ai passé beaucoup de temps à lire les dernières publications, vraiment dans le domaine de l'innovation, du management public, de la stratégie sur ces questions-là, on observe quand même beaucoup de scepticisme et d'études empiriques qui disent en fait, dans la pratique, il y a énormément de freins, d'accord, parce que ces acteurs n'ont pas nécessairement les mêmes logiques d'action, les mêmes intérêts, les mêmes horizons temporels, les mêmes langages, etc. Et donc, même si au départ, on va tous dire, super, c'est basé sur une collaboration, sur une approche systémique, on fait collaborer les acteurs, dans la pratique, souvent, ou en tout cas dans beaucoup de cas, le projet ne va pas au bout parce que la collaboration ne se met pas de manière aussi smooth que cela en place. D'accord ? Et donc, on a fait pas mal d'études récemment au sein du Smart City Institute, je reviendrai là-dessus, pour essayer de mieux comprendre en fait, les freins, mais aussi les drivers, et qu'est-ce qui peut faciliter dans des écosystèmes la collaboration pour une meilleure transition du territoire. Donc ça, c'est un aspect très important qu'on va évoquer aujourd'hui. Et le deuxième aspect qui est évidemment lié, c'est la création de valeur. Et donc ça, c'était quelque chose qui nous tenait aussi à cœur. C'est évidemment, l'idée, c'est de se transformer, d'innover pour le territoire, ensemble, en collaborant, mais pour créer une valeur. Quelle valeur ? On parle de territoire avec une place prépondérante de l'acteur public. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu aussi travailler sur comment générer de la valeur publique dans le cadre des Smart Cities. Donc ça, c'est la thématique de cet après-midi et de cette édition. Pour ça, on s'est entouré de différents orateurs. Donc nous avons notamment la chance d'accueillir en tant que conférencier pour la première conférence plénière le professeur David Carassus. Je reviendrai tout à l'heure à une présentation plus détaillée de notre invité. Mais il vient de l'université de Pau-Bayonne et est notamment à l'origine d'une chaire Optima, donc qui vise vraiment à
optimiser le management dans les pouvoirs locaux, mais j'en dirai plus et il en dira beaucoup plus, et travailler aussi sur la problématique des Smart Cities en France. Donc ça, ce sera vraiment notre invité premier de cet après-midi. Et ensuite, après, dans un deuxième temps, je vais organiser un petit panel avec différents acteurs autour des collaborations entre acteurs, entre différentes disciplines sur les territoires pour la transition durable et intelligente, avec 4 types d'intervenants. Donc, il y aura d'une part un représentant d'un territoire, d'une ville, Grégor Stangerlin, qui représente la ville de Liège. D'autre part, on aura Amélie Carnein, je ne sais pas si elle est là, qui représentera plutôt Agoria, d'accord. Pascal Fruquet, qui est doctorant en cours de finalisation de sa thèse, vu qu'il a prévu de défendre sa thèse de doctorat le 5 décembre prochain sur les Smart Cities, donc qui représentera le point de vue plutôt académique. Et enfin, on aura Manon Jacob, que je n'ai pas encore vu aussi, qui, elle, représentera plutôt la société civile, le monde associatif, la participation citoyenne. Et donc, avec des acteurs de différents domaines ou de différentes hélices de la société, on discutera vraiment l'importance de cette collaboration, les freins, comment faciliter les collaborations entre acteurs pour la transition durable et intelligente des territoires. Et on essaiera vraiment de partager des bonnes pratiques. Et j'essaierai d'illustrer ça avec des recherches qu'on mène à l'Institut depuis bientôt, sous le format Institut, bientôt 10 ans. Ce n'est pas tout. Nous avons aussi 4 expertes qui sont issues notamment de l'université ici, qui vont animer des ateliers durant cet après-midi. Donc vous êtes tous au courant, vu que vous êtes inscrits à l'après-midi. Mais donc il y aura 2 collègues très directs à moi, donc Cécile Caputo et Audrey Lebas, qui vont animer chacune un atelier. Vous savez chacun où vous êtes inscrits. Donc elles travaillent avec moi au sein du Smart City Institute. Et alors il y aura un atelier plutôt orienté participation citoyenne qui sera animé par la professeure Catherine Elzen, qui est aussi de l'Université de Liège, mais dans la faculté des sciences appliquées, et sa collègue Clémentine Chéline. Merci d'être là, comme souvent dans notre écosystème. Merci beaucoup. Donc voilà un petit peu pour les personnes que vous allez côtoyer cet après-midi. Peut-être quelques mots concernant, un petit rappel concernant le programme. Donc on a identifié différents moments clés. Donc on va commencer par une séance plénière qui se poursuivra directement avec les ateliers. Donc, je donnerai les quelques consignes pratiques après la conférence. On aura une pause café après les ateliers, puis on se lancera dans le panel avec les acteurs avec différents acteurs de différents secteurs, mais différentes hélices de la société. Et alors, il y aura un petit verre de networking pour terminer la journée. Donc, peut-être juste quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas exactement ce qu'on fait. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent quand même le Smart City Institute. Donc, je ne vais pas être trop longue et trop réexpliquer ce qu'on fait, mais je pense que c'est important que je repasse quand même 5 minutes là-dessus, parce qu'on travaille vraiment depuis bientôt 15 ans, même si l'Institut a été finalement formalisé il y a une dizaine d'années. On travaille vraiment sur des approches de management et des approches de stratégie pour faciliter la transition durable et intelligente des territoires. Donc notre core business, c'est vraiment d'essayer de comprendre via des recherches, via des formations, comment on peut mieux gérer, faciliter la transition des territoires au niveau durable et intelligent, d'accord ? Et je vais y revenir, mais les questions de gouvernance et de collaboration multi-acteurs sont vraiment un des principes fondamentaux qui ressortent de la plupart de nos messages, de nos recherches depuis une dizaine d'années. Donc je pense que c'est vraiment important que je reconceptualise ça quelques minutes avant qu'on reçoive notre invité. Donc voilà, donc nous sommes avec mon équipe, le Smart City Institute. Nous travaillons sur les territoires durables et intelligents. Donc c'est un objet de recherche, mais notre spécialité, nous sommes des gestionnaire. Donc voilà, donc moi je suis professeur de sciences de gestion et je donne des formations, je fais des recherches dans les domaines de la stratégie, de la gouvernance et de la gestion de la performance. D'accord ? Et l'idée c'est vraiment
d'éclairer les problématiques de transition des territoires avec des modèles et des réflexions issues de la littérature, des publications, des réflexions en management, en stratégie, en gouvernance et en performance. Performance, évidemment, qui n'est pas une vision très étroite, comme certains pourraient l'avoir, c'est une vision de la performance comme l'atteinte d'objectifs qu'on se fixe en tant que territoire. Et donc, on fait différentes activités. Et comme je l'ai dit, l'Institut a été vraiment formalisé, lui, en janvier 2015, donc on va bientôt fêter nos 10 ans. Relativement classique dans une université, donc on fait des activités en matière de recherche. Donc là, on a toute une équipe qui travaille sur des recherches plus scientifiques, mais dans la plupart de nos recherches, on revient toujours sur ces mêmes messages, ces mêmes observations. Importance de la collaboration entre acteurs, d'aller au-delà d'approches silotées et de créer de la transversalité entre les acteurs. Alors, ça, c'est un beau message, mais comment le faire? Quels sont les freins? Quels sont les leviers à activer pour que ce ne soit pas uniquement esthétique? Mon collègue de France a dit ce mot-là. Donc, voilà, on peut dire qu'on veut mettre en place des modèles systémiques, collaboratifs. Voilà, ça, je pense que ce n'est pas très innovant à la base. En 2024, je pense que tout le monde le dira. Mais dans les faits, comment faire? Quels sont les freins et les barrières à essayer de surpasser? Et comment peut-on créer des leviers? Et alors, au-delà de nos rapports plus scientifiques, on fait également toute une série de publications plus pratiques, sous la forme de rapports, qu'on essaye de rendre plus accessibles au grand public, en tout cas moins formatés pour des publications universitaires. Et donc, on a énormément d'outils issus de nos recherches qui sont disponibles gratuitement sur notre site, qui peuvent être téléchargés, etc. Donc ça, je tiens à le rappeler, mais on a notamment toute une série de guides pratiques. Le dernier tome est sorti il y a quelques jours, je vais le dire comme ça. Là, il s'intéresse plutôt à la problématique aussi des villages, parce qu'il y a aussi beaucoup de discussions. Smart City, ça ne concerne pas qu'une grande ville urbaine. Et donc, on essaye vraiment de le donner le plus ouvert et le plus accessible à l'ensemble de la francophonie, sachant qu'on avait vérifié les statistiques, ils ont été téléchargés pour l'instant plus de 25 000 fois, et dans toute la francophonie. Donc, on a énormément de téléchargements en France aussi, mais dans tout le Maghreb, Québec, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces outils qui sont utiles pour le terrain. On fait également beaucoup de formations, des webinaires. Ça aussi, tout est en général enregistré et mis sur notre site internet, sur notre site YouTube. Donc, vous pouvez franchement diffuser et utiliser ces outils-là sur vos territoires parce que ça parle de gestion, ça parle de gouvernance, ça parle comment mettre en place une stratégie pour la transition, etc. Et des événements comme aujourd'hui, notamment notre événement annuel. Et donc, avant de passer la parole à notre invité, je voulais juste rappeler notre définition de la Smart City parce que j'ai récemment fait un podcast, je ne sais pas si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder, où j'essaie d'expliquer ce que c'est que la Smart City. Et donc, le mot Smart City, moi, personnellement, j'y tiens parce que le problème, c'est que sinon, on change tout le temps. Dès qu'il y a des nouveaux mots qui, pour des raisons politiques, épistémologiques, donc je n'ai pas de problème avec le mot Smart City, mais par contre, c'est un mot qui est à la fois puissant et qui parfois est un peu débattu et sujet à de nombreuses discussions. Donc, je pense qu'il est toujours important d'expliquer ce qu'on entend par une Smart City. Et donc, nous, depuis toujours, donc ça fait bien une quinzaine d'années qu'on utilise cette définition-là. Pour nous, qu'est-ce qu'une Smart City? Une Smart City, ce sera un écosystème de parties prenantes, composé finalement des 4 hélices de la société, comme on dit aujourd'hui, donc des pouvoirs publics, du monde des entreprises, du monde académique ou en tout cas du monde scientifique et, sans les oublier, de la société civile et des citoyens. C'est comment un écosystème est engagé dans une démarche de transition durable. Donc l'objectif de la Smart City, ce n'est pas de mettre des technologies sur un territoire, c'est vraiment de réfléchir à sa transition en réfléchissant comment la technologie digitale peut être un facilitateur ou non, dans ce cas-là, il ne faut pas le faire, de cette transition durable. Tout ça avec l'objectif d'atteindre la durabilité, c'est-à-dire une certaine
prospérité économique. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il faut continuer quand même en tant que territoire à attirer des résidents, des étudiants, des touristes. Évidemment, on l'a dit aussi beaucoup hier, c'est contexte spécifique, mais en tant que territoire, il faut rester attractif. Comment, à côté de ces enjeux plutôt de prospérité économique, on essaie aussi de préserver l'environnement et la qualité de vie sur ce territoire. Et donc, la collaboration entre acteurs, comme je le dis, est vraiment au cœur, un fondement même de la transition durable et intelligente des territoires, que nous, on appelle Smart City. Et comme je l'ai dit, voilà, il y a une sorte de consensus, et ça, c'est même un peu trop. Voilà, toute la littérature, tout le monde dit ça partout. Voilà, il faut collaborer, c'est des acteurs, il faut de la transdisciplinarité, il faut travailler avec des acteurs de différents secteurs. Donc ça, je pense que c'est un des fondements même de la transition. La question est comment ? Parce qu'en pratique, si c'est juste écrire sur papier, on a un bel écosystème collaboratif, mais dans les faits, en fait, on ne sait pas se parler, on n'a pas un projet commun, on n'avance pas réellement ensemble vers ce projet, ben, ça ne marche pas. Et alors, on a beaucoup d'études qui ont montré que ça peut capoter en cours de route si on n'essaye pas de mettre en place certains leviers. Donc voilà peut-être pour l'introduction. Je vais maintenant passer la parole à notre invité, notre premier invité du jour, qui va faire une intervention intitulée « Politique Smart City, les clés pour un pilotage et une gouvernance générateur de valeur publique ». Donc ce mot était particulièrement important pour moi aussi, comment créer de la valeur et aussi au niveau public. Et donc, je vais peut-être le présenter avant de l'inviter à monter sur scène. Donc, David Carassus est professeur des universités en sciences de gestion à l'université de Pau-Bayonne. Donc, ses principales activités de recherche concernent le management public, en particulier la performance, ça c'est des choses qui nous rejoignent, ainsi que la gouvernance des collectivités locales. Il est le directeur de la chaire Optima, donc, qui veut dire Observatoire du pilotage et de l'innovation managériale locale, et le président du consortium Optima, qui a vocation à dynamiser les relations entre chercheurs et collectivités locales au niveau français et international, si j'ai bien compris. Je propose de t'accueillir. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et je te laisse la parole. Je te ferai un petit signe. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Merci de votre présence ici à Liège. Très content d'avoir fait le voyage parmi vous et de l'invitation que le Smart Institute a bien voulu faire à notre égard. On est à peu près une structure de recherche équivalente au Smart Institute sur le territoire français. Les thématiques de recherche sont à peu près les mêmes et c'est ce pourquoi je suis venu pour évoquer ces sujets avec vous, avec un prisme. Vous l'aurez compris, qui n'est pas simplement celui du professeur d'université qui a vocation à chercher tout seul dans son coin, mais on a plutôt des structures comme le Smart Institute qui ont vocation à valoriser. Et en l'occurrence, le réseau Optima que Nathalie présentait est un réseau qui est 100% financé par des collectivités locales. Et donc, on ne travaille qu'avec des élus et des cadres territoriaux sur des problématiques d'actualité qui peuvent concerner la transition environnementale ou la transition digitale, avec un axe d'analyse, et c'est important de le dire, un axe d'analyse qui est celui du management. Parce que en management public, en fait, et comme dans tout changement, certains auteurs évoquent qu'on peut avoir une focale sur le point d'arrivée. Un changement, c'est le passage d'un état à un autre état. Et donc, je peux regarder l'état où je veux arriver, la position à laquelle je veux arriver. Malheureusement, on s'aperçoit que en se focalisant sur l'état où je suis aujourd'hui et l'état où je veux arriver, si on ne gère pas le passage entre le point A et le point B, finalement, on a de grandes chances que finalement, l'innovation que l'on veut engager puisse rencontrer tellement de difficultés que le point B ne soit jamais atteint. Et je crois que c'est à peu près le même problème qu'on rencontre sur toutes les transitions. Les transitions sont des états de passage entre deux moments. Quand les transitions ne sont pas pilotées, ne sont pas managées, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des facteurs d'échec qui sont très nombreux. Et la focale qu'on essaie d'avoir, et je pense que c'est la même problématique pour Nathalie, c'est faire prendre conscience aux acteurs que, par exemple, en matière de transition digitale, si notre point d'attention est un point d'attention outil,
centré sur le numérique lui-même et toutes les solutions numériques que nous avons à disposition, en ayant les outils les plus adaptés ou les mieux adaptés au monde à tous nos besoins, si on ne sait pas passer de là où on va aujourd'hui vers ces outils-là, on n'y arrivera jamais. Et c'est un peu ce que disait Crozier, sociologue du changement. Dans tout changement dans une organisation publique, le plus important, c'est finalement pas là où on veut aller. C'est le chemin que je vais prendre pour arriver à finalement atteindre ce point de sortie. Ce point de sortie, d'ailleurs, pouvant être différent du point idéal que j'avais imaginé dans un premier temps, parce que le processus va faire que finalement, peut-être en l'ouvrant le processus, en associant des acteurs que je n'avais pas au départ ou sur lesquels je n'avais pas les mêmes champs de compétences, mais peut-être qu'on arrivera à un point B qui est différent. Donc nous, ces thématiques-là, on les qualifie de thématiques autour du pilotage des politiques publiques. Et donc avant de connaître Nathalie, j'ai écrit un bouquin sur ces thématiques-là qui a maintenant 4 ans, mais qui concerne toutes les politiques publiques, qui ne concerne pas que la transition digitale ou numérique, ou environnementale, mais qui concerne la politique sociale, le sport, la santé, l'éducation. Et quand on va avoir un projet pour un territoire et qu'on s'engage dans une dynamique d'innovation, il y a finalement des étapes clés qu'il faut respecter, des conditions clés sur lesquelles je vais insister là cet après-midi, qu'il faut respecter pour qu'on puisse avoir une chance de succès. Puisque l'intérêt de tout ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas simplement innover pour innover. C'est innover pour avoir une chance de succès. C'est transformer le territoire dans lequel nous sommes. Donc il faut respecter des conditions, des règles, des facteurs clés de succès pour essayer d'avoir le maximum de chances de réussite. Le premier facteur clé de succès qu'on peut évoquer, c'est la démarche. Il faut une démarche quelque part qui soit progressive, qui n'est pas très originale cette démarche parce qu'elle n'est pas adaptée aux transitions numériques. C'est ce qu'on appelle les cycles de l'innovation où je vais devoir lancer ma démarche, je vais devoir me projeter, je vais devoir mettre en œuvre ce changement et je vais essayer d'évaluer ce changement. Donc j'ai repris ces éléments clés de phase ou de cycle de l'innovation et en les adaptant à des pilotages des politiques publiques, en particulier du Smart City. Et j'évoquerai à la fin de ma présentation un cas. J'essaierai d'être assez rapide et vous de laisser aussi un petit temps à vos questions. On a appliqué ce cas à des collectivités avec qui on travaille. En particulier, on a la chance de collaborer avec Angers, qui est Angers-Loire Métropole, qui est aujourd'hui le plus gros dispositif Smart en France, avec un programme sur 10 ans et 200 millions d'euros d'investissement pour rénover la façon de produire du service public. Donc je vais essayer de respecter ces différentes phases et vous donner quelques éléments clés qui ressortent de nos recherches, qui sont des facteurs à intégrer pour que ces démarches de changement soient des réussites. Première phase, une phase de lancement. C'est vrai que quand on lance une démarche dite Smart, il faut travailler sur la vision qu'on peut avoir sur cette politique publique, la vision globale. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire? Donc c'est déjà important d'avoir réfléchi à cette question-là. Et puis, on a aussi des questions écosystémiques qu'évoquait Nathalie. C'est qu'on peut difficilement le faire tout seul. On doit le faire avec des modes de gouvernance qui sont plutôt proactifs, anticipateurs, et on n'est pas forcément d'ailleurs très bien outillé sur ça. C'est-à-dire que dans le management public, de manière générale, on a des outils de gestion des ressources où on sait optimiser le fonctionnement sur gestion humaine, gestion budgétaire, mais en termes de projection et de scénarisation du futur, on a très peu d'outils en fait, à notre disposition pour réfléchir à la stratégie. Et d'ailleurs, à ce propos-là, on constate dans nos études que très peu de collectivités, d'ailleurs, formalisent et pilotent leur stratégie. On peut avoir des documents stratégiques qui sont, par exemple, un plan de mandat, au début ou en fin d'élection, pour dire voilà mon bilan en tant qu'élu, voilà où je veux me projeter, quel est le projet de territoire. Mais en fait, donc ces documents peuvent exister, mais est-ce qu'ils sont vraiment le reflet d'une stratégie profonde et partagée ? C'est quelquefois la question que l'on se pose parce que ce sont quelquefois des jolis documents de communication qui restent dans des tiroirs une fois l'élection passée et qui, quelque part, n'arrivent pas à alimenter ce qu'est profondément la collectivité. Et donc on peut avoir des processus que moi j'appelle de découplage, ou que d'autres auteurs appellent le découplage, entre des évolutions qui sont quelquefois un peu cosmétiques, je mets en place un joli projet de territoire, et la réalité profonde de l'organisation. C'est-à-dire que quand je vais prendre des décisions dans la collectivité, par exemple sur des décisions importantes, le budget. Le budget, c'est un élément fondamental dans la vie, la gestion d'une collectivité. Mais on peut s'apercevoir que j'ai un décalage fort
entre la vision stratégique de mon territoire, par exemple en termes de smart, et les décisions budgétaires concrètes qui sont prises au quotidien, qui peuvent être découplées de la vision stratégique que je peux avoir d'un territoire. Donc il faut, sur ces phases de lancement, travailler, on le reverra tout à l'heure, sur de l'alignement. On peut, si vous voulez que ça marche, il faut qu'il y ait de la cohérence en fait entre ce projet smart et le reste de la collectivité. On ne peut pas avoir de dysfonctionnement entre un projet qui est majeur et le reste du fonctionnement. Parce que sinon, en mettant des gens dans la dynamique, puisque l'intérêt c'est d'ouvrir, vous allez quelque part au départ créer de l'intérêt pour des gens qui ne sont pas habitués à venir réfléchir sur la vie locale, mais qui en fait vont, s'ils s'aperçoivent qu'il y a découplage, vont ne plus venir et vont être plus insatisfaits qu'au moment où vous les avez accueillis, puisque vous les avez fait venir. Mais ils vont s'apercevoir qu'en fait, la démarche est un peu cosmétique ou esthétique, et la démarche reste en parallèle de la vie concrète de l'organisation. Donc, un des premiers conseils, même en phase de lancement, c'est avoir des modes de gouvernance adaptés, oui, mais il faut que quelque part, la collectivité qui se lance dans cette démarche accepte que sa fabrique de la décision soit différente avant et après. On ne décide plus de la même façon quand on est dans une démarche smart, ouverte, participative. Il faut que l'élu ou les cadres, les hauts cadres de la collectivité acceptent que le mode de gestion, le mode de décision va être différent. Et s'il est identique à l'antériorité, il y aura un tel gap entre ce que pensaient les usagers que vous aurez invités à embarquer dans la nouvelle dynamique, notamment autour de Smart, il y aura un tel fossé avec la réalité qu'en fait, les acteurs se retireront et vous aurez du mal à aller les capter de nouveau. Donc il y a cette partie-là amont qui est importante, sur lesquelles les collectivités doivent être conscientes finalement de l'engagement de ce type de démarche et des process qu'elles doivent mettre en place pour modifier ces modes de fonctionnement de manière profonde, si elle veut que la démarche puisse porter ses fruits de manière profonde un peu plus tard. Ça, c'est la partie lancement. Une deuxième partie, c'est une partie de planification, qui est une partie en fait qui est plutôt sympathique, parce que mettre des gens autour d'une table pour penser au futur, c'est toujours assez dynamique et actif. On va faire venir plein de monde. Les gens nous donneront leurs idées, ces gens-là qui soient de la société civile, de la collectivité, des entreprises, pour fabriquer ce qui est peut-être la Smart City de demain sur notre territoire. Il faut quand même, avant cette phase de projection, plutôt partir d'un diag assez solide de l'existant. C'est des choses qui sont assez classiques d'un point de vue théorique, mais dans la pratique, en fait, assez peu de collectivités font ces diagnostics de leur politique publique, où elles partent, quel est le niveau d'utilisation du numérique dans ces politiques publiques, quels sont les besoins, quelles sont les potentialités, quels sont les exemples d'autres collectivités qui sont engagées dans ces démarches et qui peuvent être quelque part un relais de ma propre politique. Parce que sur ces problématiques-là de Smart, on fonctionne aussi souvent de manière mimétique. Dans le changement, on a finalement la page blanche où j'écris tout et je regarde ce que font les autres. En matière de Smart en particulier, il vaut mieux regarder ce que font les autres parce qu'on gagnera beaucoup de temps. On peut imaginer une partie de notre projet autour de choses qui relèvent de la page blanche, mais d'abord, autant connaître ce que font les autres. Et donc, ici, il faut arriver bien à réaliser ce diagnostic pour savoir d'où on part, parce que si on ne le fait pas, on peut avoir des décalages par la suite qui sont quand même relativement embêtants. Autre élément dans la planification, il faut aussi définir une ambition globale, c'est-à-dire que le projet de territoire autour des territoires intelligents soit porté par un thème fédérateur sur lequel on va... alors, ce n'est pas forcément difficile à trouver, beaucoup de collectivités vont le faire. Il faut quand même essayer d'éviter d'être sur ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un des critiques qu'on peut faire à des politiques dites de territoires intelligents, c'est qu'elles vont souvent rester sur des analyses qui sont un peu macroscopiques. Elles sont un peu tarte à la crème, entre guillemets. C'est comme ça que je pourrais les appeler. Donc, la nécessité d'aller dans le détail. C'est-à-dire que nous, on pense qu'une politique publique n'est pilotable, n'est manageable que si elle porte sur des éléments opérationnels et concrets. On ne peut pas gérer des éléments qui sont trop gros. Piloter une politique sociale, ça ne veut rien dire. Piloter une Smart City, ça ne veut rien dire non plus. Ça dépend ce que chacun d'entre vous va y mettre à l'intérieur. La question, c'est formaliser ce que vous y mettez à l'intérieur. Et malheureusement,
on peut avoir dans les documents de communication ou de formalisation du management de ces politiques publiques, on peut avoir des éléments qui restent un peu trop généraux et qui ne permettent pas d'aller dans le détail. C'est pour ça que toutes les collectivités avec qui on travaille, même si ça prend du temps, on travaille sur des segmentations qui permettent en fait de rentrer dans le détail et de caractériser les opérations concrètes que la Smart City va avoir sur des politiques publiques données. La mobilité, l'énergie, les transports, tout ce que vous voulez, ce sur quoi vous voulez intervenir, mais de manière très concrète. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'éclairage public, c'est le changement des LED de la rue des Pavillons à Liège de telle date à telle date. C'est cet objet, c'est un objet petit, mais c'est parce que j'aurai changé les LED en rue des Pavillons que je travaillerai sur une politique plus globale liée à la Smart City quand je vais consolider l'ensemble des petites actions qui sont menées, qui vont constituer ma politique publique. Donc il y aura nécessité de travailler sur ce qu'est la politique publique de manière très fine, sur des objets qu'on va pouvoir piloter sans forcément avoir de vision générale seule, mais plutôt avoir une ambition globale de ce qu'est le territoire de demain, mais aussi des éléments très concrets opérationnels. Et ce sont ces éléments-là sur lesquels, finalement, quand je vais changer mes modes de fabrique de la décision, sur lesquels je vais pouvoir impliquer les usagers. Parce que les impliquer sur l'objet macro, c'est très compliqué. Par contre, les impliquer sur des objets micro, c'est plus long, mais on a une chance de succès qui est intéressante parce que je vais pouvoir impliquer les gens de la rue des Pavillons sur le fait que j'ai mis de l'éclairage public ou sur le fait que j'ai changé les modes de collecte des déchets, ou etc., etc. Donc on a intérêt en tout cas à détailler dans la phase de planification les éléments de segmentation de manière très précise pour avoir une politique de Smart City qui soit bien sûr une politique dans son ensemble, qui soit jolie, structurée, organisée, mais aussi des éléments très concrets et petits sur lesquels on va pouvoir agir. Ça, c'est ce qu'on appelle la planification en allant sur des niveaux de détail. Autre élément, troisième, avant d'arriver au dernier, c'est la responsabilisation. Et là, ça se complique. Parce que dans ces phases-là, amont, le lancement, la planification, ce sont souvent des phases qui sont assez dynamiques, actives, sur lesquelles on n'a pas trop de mal à associer les acteurs. Ça va se compliquer par la suite. Quand je vais commencer à mettre en œuvre et engager les actions qui sont les miennes, il faut absolument que j'arrive à responsabiliser les acteurs. Responsabiliser les acteurs, ça peut être des acteurs internes, mais aussi des acteurs externes. Une politique publique dite de transition numérique est une politique publique qui est multi-acteurs, multi-niveaux, ce qui en fait le charme et la complexité. Donc ça veut dire que quand on veut responsabiliser les acteurs, il faut que je sache qui fait quoi, à quel moment, et que dans le processus de partage des responsabilités, j'ai sans cesse la vision de qui est impliqué à quel moment. Et c'est ça, quelquefois, qui va poser difficulté sur des politiques de transition digitale, en particulier parce qu'elles sont très transverses et parce que aussi en particulier, elles sont multiniveaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une politique de Smart City dans un village ou dans une commune qui soit en totale incohérence avec une politique de la région ou du département, voire de l'État. Il faut qu'il y ait un alignement, une cohérence finalement entre ces différents niveaux et que ma politique se situe dans un cadre plus général. Et il faudra donc que les niveaux organisationnels soient alignés avec mes niveaux stratégiques et qu'on puisse savoir qui fait quoi par rapport aux éléments de planification que j'aurai prédéfinis dans ma phase de planification. Et ce niveau de responsabilisation peut aller même jusqu'à une implication même financière ou RH dans ma collectivité pour éviter finalement qu'il y ait encore une fois un découplage entre cette politique publique et mon organigramme. Il me faut travailler sur quels sont les acteurs et services de ma collectivité ou des collectivités qui vont être impactés par cette politique publique, qui sont partie prenante dans l'exercice de cette politique publique. Et si, malheureusement, vous n'avez pas géré cette partie-là, il y a de grandes chances que vous ayez une jolie politique publique, mais qui ne soit jamais activée. Et souvent, on arrive dans des collectivités où cette liaison, finalement, entre l'aspect politique et l'aspect organisationnel est assez mal fait. Et donc, on va arriver à avoir, encore une fois, une distance entre la politique publique et la réalité. Et donc, les acteurs auront beaucoup de difficultés à voir quel est leur schéma, quel est leur périmètre d'intervention. Par exemple, quelqu'un qui travaille sur le secteur de la mobilité, de l'éducation ou du sport, qui peut être impacté par
dans le cadre de son activité, dans sa direction, qui peut être impactée par une politique de Smart City. Smart City qui peut être gérée par une direction particulière. Si le lien ne se fait pas entre la direction support de la politique donnée et les directions métiers, qui sont les métiers classiques des politiques publiques, eh bien, à ce moment-là, on aura un découplage entre l'un et l'autre, un peu comme on l'a eu sur, par exemple, des politiques de transition environnementale au début des agendas qu'on appelait, nous, en France, les agendas 21, où, en fait, les agendas 21 étaient suivis par des directions. Sur les directions métiers classiques n'étaient pas du tout impliquées. Et donc, les agendas 21 se faisaient par des gens qui faisaient de l'agenda 21. Et on a vu que ça n'a pas marché. Donc, si demain, la transition numérique est faite par des gens qui savent faire la transition numérique, ça ne marchera pas. C'est que la vraie vie, elle est au sport, elle est à l'éducation, elle est à l'état civil. Et ce sont eux qui doivent finalement intégrer, je dirais quelque part, pas naturellement, parce que ce n'est pas naturel, mais ils doivent intégrer ces problématiques-là de politique publique un peu transverse pour faire vivre les politiques publiques. Et donc, il faut qu'on ait un lien entre un alignement entre finalement la stratégie et l'organisation, entre la collectivité et les acteurs externes. Et cet alignement est des fois un peu compliqué parce qu'on s'aperçoit, nous, quand on regarde la réalité des collectivités, c'est que ces projets stratégiques, finalement, ils vivent souvent un peu tout seuls, sans lien avec l'organisation, sans lien même avec d'autres projets. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir un projet Smart City qui va vivre à côté d'un projet éducatif du territoire ou un projet de développement de l'offre sportive. Mais ces projets ne se parlent pas. Alors qu'en fait, les uns sont liés aux autres. Et sauf que pour le piloter, il faut qu'on prévoie que ces projets soient liés les uns aux autres et qu'ils puissent être coordonnés. Donc, c'est aussi des éléments essentiels pour que, finalement, on arrive à ce que la politique du Smart City ne soit pas un projet de plus, fût-il intéressant, mais qu'il soit vraiment intégré au quotidien. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, nous, une routinisation, une institutionnalisation, une intégration dans les pratiques profondes des collectivités, y compris des cadres et des agents qui sont dans des directions et services ou des élus qui ne sont pas liés directement au Smart, mais qui vont être impactés à un moment donné parce que toutes les politiques publiques sont concernées, aujourd'hui ou demain, par le numérique. Donc ça, c'est la troisième phase. La quatrième, la dernière, c'est une fois que les actions ont été engagées, il faut être en capacité d'évaluer. Et c'est là où aussi on rencontre pas mal d'éléments de difficulté dans l'évaluation. En tout cas, en France, je ne connais pas tellement les pratiques belges, mais chez nous, on a des capacités d'apprentissage qui sont limitées, voire, si j'étais méchant, nulles. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas de notre passé. On n'analyse pas nos pratiques antérieures. On ne sait pas si nos services publics sont performants ou pas. Donc, et quand on fait une politique de ce type-là, il faut quand même, en lien avec ce qui a été dit, essayer de savoir ce qui crée de la valeur ou pas. Et on aura du mal d'ailleurs à dire ce qu'il y a derrière le terme valeur ou le terme performance. Donc on essaie, nous, d'accompagner les collectivités pour dire, mais est-ce qu'une politique smart crée ou détruit? On se pose la question de la destruction, parce qu'on peut très bien imaginer que l'impact de la mise en place d'une politique numérique ou digitale a des impacts négatifs sur des services publics un peu traditionnels. Pourquoi pas? Donc il faut absolument évaluer cette politique publique avec une optique qui se veut être englobante. C'est-à-dire que le prisme dominant dans l'évaluation, c'est souvent un prisme économico-financier. Combien ça coûte? Non, ce n'est pas possible. On est dans des politiques publiques. Une politique publique est complexe, notamment par le fait qu'on rend un service parce qu'il répond à des besoins de la population. Donc il faut intégrer dans cette évaluation des problématiques d'effet, d'impact que la politique publique va avoir sur le territoire. Donc il faut avoir une approche un peu équilibrée, pluridimensionnelle de l'évaluation et se poser ce type de questions de manière concrète, adapter les éléments de communication, parce qu'encore une fois, si je veux vraiment faire les choses, le fait que je mette en place une politique de Smart City doit changer ma politique de communication à l'intérieur, mais aussi vis-à-vis de la population. Et je dois aussi analyser la capacité, c'est ce que je disais tout à l'heure, à ce que cette politique crée des apprentissages, qu'il n'y ait pas de distance entre ce que je fais, la politique vers laquelle je m'engage, et les éléments de fonctionnement profond de la collectivité. Et il faut absolument qu'on travaille sur un alignement entre le fait que j'ai une politique de Smart City qui soit mise en place et le fait que mes processus actuels puissent être impactés par le fait que j'ai mis en place cette politique. Donc tout ça, c'est les facteurs clés qu'on a identifiés, qu'on a essayé aussi, je rebondirai pour terminer,
parce que je vois que le temps passe, sur le cas qu'on a privilégié à Angers. À Angers, quand on est arrivé, un programme de 10 ans, 200 millions d'euros, des ambitions politiques très fortes. Engie, qui était à l'époque le principal opérateur, on a été missionné pour évaluer avec eux cette politique Smart sur un temps long. Engie avait lui-même proposé un outil qui s'appelait VanESE, qui analysait la performance de la politique menée de transition numérique au regard d'indicateurs qui étaient simplement monétaires. On a dit, c'est pas possible. Donc on a proposé un modèle évaluatif qui était beaucoup plus global. Et donc avec eux, on a respecté les facteurs clés de succès qui étaient ceux que j'évoquais tout à l'heure. Et on a notamment passé la première année, sur 3 ans de contrat, la première année à essayer de voir comment la politique pouvait être évaluable. Parce qu'on a un problème, en France en tout cas, c'est que beaucoup de nos politiques publiques ne sont pas évaluables. Et donc on ne peut pas savoir si elles créent de la valeur. Pourquoi ? Mais parce que, j'en prends un exemple, il y a plein d'exemples, mais il y en a un élément qui peut peut-être vous attirer plus que les autres, c'est que pour évaluer, il faut déjà connaître l'objectif sous-jacent. Est-ce qu'on connaît l'objectif attitré ou principal associé à nos politiques publiques ? Compliqué. On aura chacun notre vision, on aura peut-être des conflits entre nous sur la finalité de la politique publique, y compris même en matière de Smart City. Donc on a mis un an pour faire discuter les gens. Parce que si vous n'avez pas d'approche partagée sur ce qu'est la politique publique et à quoi elle sert, ben finalement, ce n'est pas possible d'évaluer. Et d'ailleurs, ce n'est même pas possible de la manager tout court. Donc, on a mis les acteurs autour de la table et on a créé ensemble, on a formalisé ça dans un outil. Donc, on a été assez loin puisqu'on a un outil, une plateforme logicielle qui permet d'évaluer, de piloter une politique dite de Smart City. Et donc, on a caractérisé ce qu'était la Smart City d'Angers, avec des entrées qui sont très centrées politique publique, éclairage, bâtiment, ou des entrées qui sont très instrumentales, par exemple système information. Donc là, vous n'avez pas toute la segmentation stratégique, mais on a été jusqu'à des niveaux de détail où on rentre dans le détail des éléments qui sont engagés et où, par exemple, pour l'éclairage public, on sait quelles sont les opérations qui sont menées en matière de changement d'ampoule, en matière de digitalisation, en matière, pourquoi pas, de photovoltaïque. On fait ça avec d'autres collectivités. Et donc, on essaie ensuite d'avoir un niveau de détail sur ces opérations-là et de savoir qui les mène, quand, combien ça coûte et qu'est-ce qu'on en tire, quelles sont les valeurs générées par le fait qu'on soit passé en éclairage numérique, par exemple, en mode LED. Et ça nous permet, au final, d'évaluer la politique publique. Parce que si je sais ce que je fais, au-delà du fait que je sache que je suis une Smart City, parce que je peux dire ça à tout le monde, c'est joli, hein, mais dans la réalité, quel est le concret ? Donc, on le dit, on le formalise, et ensuite on l'évalue. On l'évalue, alors pas nous, en tant que chercheurs, mais on le fait évaluer par les acteurs qui sont responsables de la mise en œuvre de ces projets, qui peut être une direction, par exemple des bâtiments publics, avec des usagers, du quartier concerné par la rénovation de cet espace, etc., etc. Et donc, on fait discuter les gens sur la valeur créée. Et derrière, on espère, parce que là, on est en cours de contrat, on espère que tout ça générera des apprentissages, des formes de décision nouvelles et qu'on sera en capacité de dire « ça, c'est bien, on continue. Ça, c'est moins bien, on arrête. » Ce qui serait déjà un exploit. Parce que si vous connaissez des collectivités qui ont dit « ça, c'est mauvais, on arrête », déjà, je trouverais en tant que manager public, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, donc on va jusqu'au bout de cette phase et on est en train de développer avec eux cette démarche pour les faire discuter et pour passer de cette phase plutôt proactive et dynamique de lancement et de réflexion sur le futur à des phases concrètes, opérationnelles, où on fait travailler les gens les uns avec les autres, des élus, des cadres, des associations, des entreprises, des usagers, autour de la démarche et on va jusqu'à l'évaluation finale pour essayer, sur les 10 ans à venir, de voir quelle est peut-être la politique de demain qui changera peut-être de la politique qu'on avait imaginée à T0 au départ pour voir le point B auquel Angers voudra aller demain dans 10 ans. Merci. Merci David. Donc, juste peut-être pour rebondir, on va prendre 5 minutes quand même de questions-réponses, juste peut-être pour rebondir. Donc ce qu'on trouvait très intéressant au fait d'inviter le professeur Carassus aujourd'hui, c'est que en fait, c'est exactement le même esprit que ce qu'on dit depuis aussi très longtemps ici. Donc par exemple, quand vous allez regarder l'esprit de notre guide pratique 1, le premier guide pratique qu'on a publié en 2017, c'est exactement la même idée. Donc en fait, on a exactement le même genre de profil et on ne se connaissait pas.
Voilà, donc lui, il fait des choses en France, à Pau, etc. Donc on trouvait ça intéressant de partager nos expertises et qu'il vienne expliquer un petit peu, voilà, lui, comment, de par son expérience, il a fait des choses sur le territoire français. Je ne sais pas s'il y a une question ou l'autre pressante. Moi, par exemple, la première chose je pensais au public que je connais, en tout cas une partie. Ce que je me suis demandé, je me dis si je suis eux, je me dis c'est qui je? Parce que le problème, c'est que parfois, sur ces dynamiques de transition, etc., digitale, durable, pour moi, je pense qu'il faut les lier et justement ne pas les découpler parce que sinon, on fait des petits programmes parallèles. Et donc, moi, l'idée, c'est que ça doit être quelque chose qui est fortement intégré au cœur de la stratégie. C'est ce que tu as aussi sous-entendu. Mais c'est qui je? Parce que le problème, c'est qu'alors, on va nommer quelqu'un, mais est-ce que cette personne-là a le pouvoir, en fait, d'agir et de mettre en place tout ce qu'on dit? Le message est relativement cohérent, mais est-ce que le manager, même au niveau qu'il soit public ou qui gère l'écosystème, a le pouvoir? Moi c'est peut-être ça un peu les questions. Je me dis, voilà, toutes les personnes qui sont ici, qui se disent, ben voilà, c'est super, mais en gros, voilà, moi je suis dans ma commune, ou je suis sur mon territoire, je suis super investie, mais comment est-ce que j'ai le pouvoir? Et c'est pour ça que dans les prérequis que nous, on avait identifiés aussi, c'est qu'il fallait quand même un vrai support politique, parce qu'on est sur des territoires, et que la personne qui porte le projet ait à la fois une position qui lui donne une certaine capacité d'action et une capacité aussi de leadership en elle-même, parce que si elle n'est pas leader dans l'âme, ça va être difficile. Donc le jeu, moi je me demandais, toi, si tu avais voilà, une réponse à ça. C'est une question assez complexe. La vision qui me vient en écoutant la question, c'est un peu la botte de paille. C'est-à-dire que vous avez une boule de paille et je peux la prendre, cette boule de paille, je peux la démonter par différents endroits. C'est un peu la même problématique pour nous, c'est-à-dire qu'on est sur des politiques publiques qui sont multi-acteurs, multiniveaux. Et je pense que dans cette dynamique-là, quelque part, il faut sortir d'un mode de management qui est à la fois très descendant, mais aussi très centré sur une structure. Ce que je trouve intéressant, moi, dans la transition digitale, c'est que quelque part, on s'intéresse moins aux structures et on s'intéresse un peu plus à la politique publique. Donc ça veut dire qu'il faut accepter, en décentrant, il faut accepter aussi les conséquences que ça a. C'est-à-dire qu'on est... Alors, c'est des choses avec des mécanismes peut-être à inventer, parce que les modes de gouvernance qu'on connaît, c'est les modes de gouvernance un peu institutionnels et réglementaires. La commune est gérée par un maire, avec un conseil municipal, les adjoints, des directions. Voilà, ça on connaît à peu près bien sur nos différentes structures administratives. On s'aperçoit que ces modes de gouvernance-là réglementaires ne sont pas dépassés, parce qu'ils vont rester, mais ne permettent pas de gérer la complexité. Ce qu'il faut intégrer là, c'est qu'on doit gérer la complexité. Et la complexité ne se gère pas, malheureusement, avec des choses simples. On pourrait l'imaginer, on voit bien que ce n'est pas possible. Si je gère la complexité en restant sur mes organigrammes qui sont ma commune, mon département, ma région, mon élection, mon petit pouvoir, en fait, c'est là où on atteint les limites du fonctionnement. On ne pourra pas gérer finalement ces éléments complexes en découpant et en laissant finalement ces structures de manière séparée. Donc il faut imaginer, et c'est un peu ce qui arrive depuis quelques années, des modes d'hybridation de ces gouvernances, quelquefois d'ailleurs très informelles, un groupe de travail, un comité de pilotage, des formes de structures qui vont émerger, qui vont permettre en fait d'être sur des formes de collaboration ou de leadership que moi j'ai qualifié, et je n'ai pas eu le temps de détailler, mais que je qualifiais de partager. Il faut accepter en fait que je ne sois plus tout seul à être leader. Peut-être qu'il faut avoir quelqu'un qui soit à l'initiative d'eux, mais qui permette la création de cette nouvelle gouvernance qui dépasse la gouvernance des communes, départements, régions, peut-être en créant des formes qui n'existent pas aujourd'hui, et qui vont permettre aussi ou accepter qu'on n'est plus qu'un leader, qu'on ait des leaders élus qui discutent entre eux sur le territoire, qu'on ait des leaders aussi administratifs ou qui discutent sur la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et donc c'est là où c'est plus compliqué, parce que le jeu, il est dans le nous. C'est comment on arrive à coordonner ces éléments-là en n'étant plus forcément sur une vision classique et descendante qui est la tête unique, bien pensante, qui va déployer la bonne vision à l'ensemble de sa collectivité. Et donc il faut imaginer des formes de gouvernance plus ouvertes qui mettent au cœur la politique publique et qui ne mettent plus au cœur les structures, c'est-à-dire les collectivités locales au sens juridique et réglementaire du terme. C'est ça qui est un peu compliqué. Et c'est ce qu'on est en train de vivre.
C'est cette transition, pour moi, hein, qu'on est en train de vivre, où on a des formes de leadership très centrées sur le jeu. On doit avoir des formes de leadership très centrées sur le nous. Enfin, donc,